Bonjour, vous écoutez The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, consultant et designer chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est Fred Roginska, je suis également consultant et j'édite la newsletter distillnews.fr. Et aujourd'hui, de quoi on va parler, Fred ? Eh ben, écoute, comme c'est la rentrée, c'est le numéro d'entrée, on va se faire un petit check-up très rapide des principales actualités de cet été. Voilà. Okay. Et je te propose de faire un petit split screen direct. Hop, comme ça. Vas-y. Tout le monde voit. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. J'édite une newsletter qui s'appelle distillnews.fr. J'ai fait un petit numéro là de rentrée où j'ai un peu récapitulé toute l'actualité. Enfin, il y avait de quoi faire, mais un petit best-of de l'actualité de cet été, de juillet-août, vu qu'on ne s'est pas vu pendant 2 mois. Et je vous propose de faire un best-of, du best-of, avec Ludovic pour réagir en plus. Et écoutez, on va pas trop tarder. On va aller assez vite. Première news qui m'a marqué, et puis on va commencer un peu léger, c'est les petits gimmicks, parce que vous savez que j'aime bien les petits gimmicks sur les produits, même si ça sert parfois à rien. Et du coup, il y en a eu quelques-uns. Du coup, il y a eu un whisky américain qui s'appelle Brush Creek Railroad Rye et qui a la particularité, c'est qu'en fait, il a été vieilli non pas dans un chai classique ou en mer comme on l'a vu récemment, mais en fait, c'est un bourbon qui a été vieilli dans un premier temps, mais qui ensuite a passé 30 jours dans un train à travers les États-Unis. Donc voilà, Railroad Rye, je ne sais pas, est-ce que ça sert à quelque chose de vieillir son whisky dans un train pendant 30 jours de plus, mais en tout cas, ça fait toujours une bonne raison d'en parler dans ce podcast. Voilà. Un commentaire, non ? Voilà, du storytelling, toujours plus. Exactement. Donc, Railroad Rye, si quelqu'un a goûté, qu'il n'hésite pas à poster un commentaire. Toujours dans le même genre, un peu rigolo, on a le Hotel Tango, donc une marque qui, elle, a lancé un whisky aromatisé au marshmallow toasté. Donc voilà, pareil, il n'y a pas de limite sur les goûts qu'on peut donner à nos spiritueux et il y a une tendance un peu sur tout ce qui est justement de whisky aromatisé qui se fait de plus en plus. On connaissait les vodkas aromatisés, il y a un peu le rhum aussi qui a fait ça. Le whisky, c'est de plus en plus. Donc à suivre, mais voilà, un petit truc rigolo. Et puis en plus, j'imagine que niveau design, ça te plaît pas mal, Ludo. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. J'adore les trucs en bichromie et assez simple, et puis c'est la mode d'un peu du cartoon en ce moment, donc non, en petite fiole là, ça. Alors je sais pas si c'est une fiole ou pas, mais ça ressemble à une petite fiole. Non, c'est quand même une 75 centilitres, donc elle est. C'est une 75, elle est okay. balèze, ouais. Ok, ça marche. En tout cas, voilà. Beau design. Hotel je Tango. l'achèterai. Que plaisir. On continue. Alors, on passe au hard seltzer. Du coup, là, j'ai découvert cet été qu'il y a une marque, donc une brasserie au Texas qui a créé un hard seltzer avec l'eau de cuisson des hot dogs. Donc voilà, c'est un moyen de faire de l'upcycling. Puis ça m'a fait marrer parce qu'il y a le tweet de Food & Wine qui dit ça a exactement le goût de ce que ça sonne, à savoir un hot dog alcoolisé. Voilà, donc je sais pas. Je crois que je goûterai. J'ai pas l'eau de hot dog. Mais... Ouais. C'est quoi l'eau de hot dog ? C'est en gros l'eau qui a cuit et qui se retrouve dans le résidu de graisse dégueulasse en dessous du barbecue ? C'est ça ? Non, hot dog, tu fais tes petits knackis dans l'eau bouillante. Du coup, tu récupères tes saucisses et il reste l'eau, quoi. J'étais parti côté barbecue et du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment ignoble, mais en fait, non, ok. Pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses aussi qui se font là-dedans. Dans la bière, il y a beaucoup de smoked beer où il y a ce côté un peu spicy, un peu barbecue, donc c'est assez détonnant. Donc ça m'étonne pas pour le côté spirit aussi. Et puisqu'on parle de ça, tu vois, la transition est toute trouvée également. Tu as Whistle Pig qui a justement fait un bourbon avec la marque de grill Traeger, qui est une marque connue aux US. Qui fait des grills. Je sais que Joe Rogan est un grand adepte de ces grills. Apparemment, ils sont au top. Et du coup, il y a un partenariat. Donc, Whistle Pig qui fait des rye whisky. Et du coup, là, ils en ont fait un qui a été réduit. Donc, on a rajouté de l'eau qui a été fumée avec les pellets, là, les petits trucs de bois là, qui servent à faire le barbecue, de cette marque-là. Donc voilà, donc Whistle Pig qui a fait ça, puis il y a une petite vidéo qui présente et tout, c'est toujours aussi bien produit, aussi bien fait.
Mais voilà les grilles un peu en question. Bon, voilà. Donc, quand c'est pas l'eau des hot dogs, c'est l'eau fumée au barbecue, quoi. Next. En tout cas, ça sonne bien ricain, ça c'est sûr. On passe à l'onglet suivant avec une petite news que j'ai relayée. Là, j'ai reçu un communiqué de presse que j'ai trouvé plutôt sympathique. C'est Maison Ferroni. Donc là, on revient en France, qui est basée à Marseille. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est des cocktails distillés. Donc, c'est-à-dire, ils ont pris des spiritueux, ils ont fait des cocktails comme il faut, dans les règles de l'art. Et plutôt que de les boire, derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont remis dans un alambic, ils les ont distillés. Donc, c'est un peu l'essence des cocktails en question. Et donc, tu as un Negroni, une Pina Colada et un Last Word. Donc voilà, pareil, une grande curiosité. Du coup, c'est potentiellement, tu as toute l'aromatique du cocktail, mais sans le sucre qui aurait dans le truc normalement. Et puis surtout, avec un... Est-ce qu'on peut parler de double distillation ou pas ? Alors, je sais pas comment il a été distillé spécifiquement, mais si c'est juste distillé comme ça, tu parlerais pas de double distillation. C'est juste ils ont pris des spiritueux, ils les ont mélangés en cocktail et ils les ont redistillés. On va dire, ça pourrait fonctionner, dire double, triple distillation, mais sur un laps de temps prolongé pour le coup. Pas sur le même produit, quoi, sur un truc transformé, puis redistillé, puis transformé. C'est une mise en abîme distillatoire. Voilà. Exactement, mais c'est une bonne approche. Donc voilà, les cocktails distillés, donc c'est Maison Ferroni qui fait ça. Suivant, alors là on est un peu dans les crossovers, je sais pas, plus ou moins improbables. Alors c'est pas forcément improbable là, mais c'est, je sais pas, toi t'observes aussi des tendances un peu sur les comment on appelle ça, les drinks un peu bons pour la santé entre guillemets, les eaux de coco. Les boissons fonctionnelles. Ouais, voilà, les boissons fonctionnelles. Donc je pense qu'il y a un trend en ce moment là-dessus, et là il y a un truc, donc l'eau de coco potentiellement, carrément. C'est pas mal. On sait que le rhum et la coco ça se marie bien. On parlait de Pina Colada juste avant, c'est exactement ça. Du coup tu as Diageo, donc qui a la marque Captain Morgan, qui a visiblement fait une collab avec Vita Coco, qui je crois est le leader des eaux de coco, pour faire je sais pas, une espèce de hard seltzer rhum eau de coco. Donc voilà, en RTD. Voilà. Donc on n'arrête pas les crossovers, en gros. Ça. Voilà. Et en parlant de crossover, on en a un autre qui arrive a priori pour la fin de l'année. Donc là, c'est un communiqué de presse, pas très sexy, hein, mais c'est en gros pour dire que va y avoir première boisson alcoolisée faite par Monster Energy. Donc voilà, on en a parlé plein de fois, mais on a des alcooliers qui font du sans-alcool, on a des marques de soda qui maintenant se mettent à faire de l'alcool aussi. Donc à suivre, je suis très curieux pour ça aussi. Ensuite, on va parler un truc... Ils ont parlé de... Qu'est-ce que ce serait en termes d'alcool et tout, ça sera un truc à 4%. Ça sera à 6% de mémoire. 6%, quand même. Et ça ne sera pas exactement, a priori, sous le nom Monster Energy, mais ça s'appellera The Beast Unleashed, je crois, la marque. Mais voilà, on reste Monster. Ça serait intéressant Beast, de faire une étude de cas sur le côté architecture de marque, parce que là, pour le coup, on est typiquement là-dedans, quoi. Ils ont tellement bâti Monster Energy avec une architecture, une persona très forte que ils peuvent en gros se flinguer, se cannibaliser s'ils sortent un truc qui est dégueu ou qui marcherait pas, ou ça va pas cibler la même les mêmes consommateurs. Donc, dans cet exemple-là, visiblement ils partent sur une autre marque, donc a priori ils seraient plus à l'abri que quand d'autres le font sous leur nom propre, en gros. Mais oui, effectivement. À suivre. Intéressant. Ok. Après, on change d'univers. On va parler de NFT. Et pas de NFT, pardon, mais si, il y a un NFT parce que c'est une bouteille qui est vendue sur Blockbar. Mais au-delà de ça, toi qui aimes bien et qui a fait un projet récemment sur l'intelligence artificielle et créer une étiquette, créer une marque avec ça. En fait, on a Rémi Martin et Usher, le chanteur, qui ont fait une collab. Alors, ils bossent depuis un moment ensemble, les deux.
Donc Usher est un peu un ambassadeur de Rémi Martin. Et en fait, ce qu'ils ont fait, il y a même un petit clip vidéo où Usher explique en gros le concept. C'est il a goûté le cognac en question, donc Rémi Martin. Il a décrit ce que ça lui faisait ressentir, il a mis des mots sur ce que ça lui évoquait. Et en fait, ils ont soumis ça à une intelligence artificielle qui a du coup interprété cette interprétation du cognac pour créer finalement l'étiquette du cognac en question. Donc voilà, donc c'est Usher, donc c'est Rémi Martin 1738, donc avec une étiquette créée par l'intelligence artificielle via la description qu'en a fait le chanteur, quoi. Voilà. Et puis là aussi, le clip est vachement bien produit, au final. Il y a un spot de 1 minute comme ça, il y en a des plus petits aussi, je pense de 15 et 30 secondes. Mais voilà, après... Ouais, ça c'est vraiment une trend qu'on voit arriver et qui fait flipper beaucoup de designers au final. Après, c'est pas aussi puissant qu'on peut le croire, mais quand même, il y a quand même assez de folie. Là, je suis en train de tester DALL-E, l'intelligence artificielle, et Midjourney, c'est encore quelque chose d'autre qui est ultra puissant. Mais par contre, le truc, c'est que pour que ça donne des résultats, faut forcément le passer un petit coup dans Photoshop, et surtout, faut apprendre à parler machine. Donc c'est un tout nouveau langage auquel on n'est pas habitué, et limite ça peut devenir un comble au final, parce que c'est nous qui apprenons aux machines comment le monde fonctionne pour qu'elles savent mieux l'interpréter, et du coup maintenant c'est à nous d'avoir le langage des machines, parce qu'en gros quand tu vas sur un logiciel d'intelligence artificielle, que ce soit un serveur Discord ou un soft en ligne, tu dois faire ce qu'on appelle des prompts. Donc les prompts au final c'est juste une requête, donc tu dois taper ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie que l'intelligence te crée, et en fait dans ces prompts là tu peux associer certains arguments, tu peux associer des emphases, tu peux dire que je veux qu'à 50% ça soit un style comme Mucha, à 30% que ça soit du Henri Matisse, à 20% du Dali, et puis tu peux associer aussi un type de style, un type de lumière, un type de processeur 3D, et en gros ça te fait des prompts après qui peuvent faire 30 km de long. D'accord. Juste pour créer une image qui après ne va peut-être pas du tout ressembler à ce que tu voulais faire, quoi. Donc en fait, après avoir testé ça hyper longtemps, c'est ultra addictif et c'est ultra chronophage. Donc, il vaut limite mieux demander à un designer, un artiste de créer une illustration de ce que tu veux, plutôt que passer potentiellement 1 semaine à essayer de générer des images sans arriver à ta fin. Donc, mais par contre, en termes d'outils d'inspiration, c'est très cool. Voilà. Donc, ça reste un petit côté gimmick pour l'instant. C'est juste pour dire, on l'a fait avec l'intelligence artificielle, mais ça n'a pas vraiment de plus-value par rapport à... c'est peut-être même plus chronophage du coup que d'embaucher directement un créatif pour le faire. C'est plus chronophage, mais en même temps, si tu n'as justement pas l'argent pour embaucher un créatif ou du budget pour ça, peut-être que pour générer des étiquettes à la volée, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bon, bien sûr, il faut être cohérent avec son image de marque, ses valeurs et tout. Mais s'il n'y a pas un poste pour du prototypage, mais s'il n'y a pas un poste dédié, parce que toutes les distilleries ou brasseries ne sont pas... énorme, quoi. On n'a pas tous les ressources. Voilà, la prod prend du temps, prend de l'argent, etc. Donc des fois, t'as pas une team, t'as pas un graphiste dans le délire, t'as pas un illustrateur. Donc si tu dois suivre la tendance, faire des spiritueux éphémères ou des bières éphémères, il faut des étiquettes à chaque fois, et ça peut avoir un coût. Donc générer ça à la volée, ça peut être une idée pour le futur. Mais bon, je pense que je ferai un petit dossier là-dessus, et puis il y a d'autres projets, mais je suis en train de continuer de me former à parler machine là en ce moment. Ok. Bon. Voilà pour la petite histoire. Il y a du coup le même genre d'outils pour écrire des textes on peut même écrire potentiellement un bouquin avec une IA, donc bref, à suivre, mais effectivement il y a de quoi avoir un peu peur. Ensuite, donc on avait la vidéo. Next, alors un autre type de collaboration. Alors cette fois, c'est The Macallan avec Bentley, donc Bentley Motors. Et donc ils vont. Alors il n'y a pas trop d'infos sur le whisky qu'ils vont créer, enfin que Macallan va faire pour ça, mais du coup Bentley va designer le flacon.
Et il y a un petit clip avec un prototype, justement. C'est assez stylé. Enfin voilà, c'est assez curieux ce qu'on dirait. En plus, la bouteille est du coup couchée. Bref. Bon, on dirait une voiture, quoi. Une voiture futuriste, un peu. Tu vois, moi, j'étais même pas capable d'interpréter ça comme ça. Mais oui, effectivement. Si, je pense que c'est ça. Ça fait un peu une voiture volante à la fin du spot. Mais moi, je suis toujours fasciné et un peu mal à l'aise sur toutes les collabs entre des marques d'alcool et, je sais pas, un pilote de F1 comme l'a fait Patron Tequila. Là, quand t'as Jenson Button qui lance un whisky avec des photoshoots dans des bagnoles et tout. Là, Macallan avec Bentley, j'ai toujours un petit peu, je trouve bizarre cette association. Enfin voilà, buvez. T'es biaisé par la loi E20. Ouais, c'est juste de la création. Enfin, même sans loi E20, c'est juste alcool et voiture, ça fait pas bon ménage, quoi. Donc, bref. Je suis curieux, mais... Ouais, je pense que si on est un citoyen modèle, ça va. Bref, mais voilà, un petit truc assez joli, donc à suivre ce que ça donnera en réel. Mais voilà. Ensuite, pour montrer un peu l'intérêt du whisky, et notamment américain, là, tout l'été, j'avais des news sur... des expansions de distilleries, machin qui construit une nouvelle distillerie. Enfin, je sais pas, il y a Pernod Ricard qui va construire une nouvelle distillerie à 250 millions en Irlande, par exemple. On a Jim Beam qui lui a investi 400 millions dans une expansion dans le Kentucky, là, sur sa Bookerno distillerie. Donc voilà, donc clairement, on vit on bosse dans une industrie qui en essor, quoi, tout simplement. Et il y a des news dans ce sens-là. Il y a de la demande, quoi. Donc voilà, un petit exemple parmi d'autres, parce que celui-là, il est assez parlant, vu qu'on parle de 400 millions quand même. Et plus globalement, il y a Buffalo Trace, il y a eu d'autres news là-dessus, un peu pour suivre un chantier d'expansion qui mène depuis 2015, qui, lui, est d'une valeur de 1,2 milliard. Donc voilà. Donc... il y a de l'argent, voilà, de toute évidence. Il y a de la demande, il y a de l'argent, et ça, c'est tant. Next, en parlant d'argent, une grosse enchère qui a fait beaucoup parler aussi, c'est Ardbeg, qui a vendu un fût de 1975 pour la modique somme de 16 millions de pounds. Donc en plus, c'est des pounds. Donc simplement un fût. Et ce qui est intéressant dans l'article du Financial Times, c'est qu'il t'explique que finalement ces 16 millions là, c'est plus cher, c'est plus que ce qu'a payé Glenmorangie pour racheter Ardbeg dans les années 90 avec tout son stock. Donc ils ont amplement rentabilisé le truc, en gros. Ouais, ça va. Voilà, le précédent record, je crois que c'était un Macallan, là on parlait de Macallan avant. Sur 1 million de dollars ou de pounds, enfin peu importe. Je sais plus. Enfin là, on est 16 millions dans tous les cas, c'est un truc de fou. Et voilà, c'est apparemment une acheteuse asiatique qui a acheté ça. Et petit détail comme ça, c'est qu'elle va récupérer, je crois, 88 bouteilles sur plusieurs années. Et en fait, du coup, elle aura un 46 ans, puis l'année suivante du 47 ans d'âge, du 48 ans. Du coup, le fût va continuer à vieillir. Ce qui fait qu'à la fin, quand elle aura ses 88 bouteilles, elle aura une verticale du même fût entre 46 et 50 ans, par exemple. Donc, super intéressant aussi de voir. Et qu'elle va du coup vendre hyper cher aussi, à mon avis. Donc, elle va faire de la plus-value sur déjà ces 16 millions, je pense. Franchement, quand tu vois qu'il y a des bouteilles, j'ai fait un article là-dessus sur. T'as des bouteilles qui peuvent s'échanger à 200 000 $, tu vois. Si ce n'est, je crois, le record, ça doit être dans les 800 000 pour une bouteille. Alors là, si tu as une verticale et que tu en as plusieurs en plus, j'ose même pas imaginer, mais peut-être que les 16 millions, effectivement, elle peut les rattraper et effectivement faire une plus-value. Faut déjà les sortir, mais après, elle va s'en faire plus, quoi. Et il y a un truc que je comprends pas, peut-être qu'il faudrait faire un
podcast rien que sur ça. Là, je vois marqué Ardbeg, qui est honneur de Glenn Moringy, qui lui fait partie de LVMH. Donc, en fait, au bout d'un moment, en tant que consommateur, on ne sait plus qui est dans qui, pourquoi. Et ça serait bien peut-être de faire un récap de qui possède quoi, en fait. Il y a de quoi faire. Et en plus, alors là, j'ai pas mis, mais il y a eu pas mal de news cet été. Mettons Campari qui a racheté Picon, c'était avant l'été. Qui a racheté ensuite une partie, 15% d'une marque de bourbon à la banane et tout, il y a quelques semaines, et qui a racheté aussi une marque de vermouth et de gin, Del Professore. Donc il y a pareil, il y a un jeu de chaise musicale, donc c'est pas toujours facile à suivre, mais effectivement, faut être conscient qu'il y a ça peut être intéressant, ça. Il y a des gros groupes qui détiennent des portfolios complets. Des fois, on peut même croire que des marques sont concurrentes, et elles le sont dans une certaine manière, mais tout en appartenant au même groupe au final. Mais voilà, donc Ardbeg, 16 millions. Hein. Perfect. Next. Alors, on va passer à un petit truc écologique. Une news un peu qui fait waouh. Enfin, tu ne penses pas forcément, mais en fait, il y a l'Écosse qui a lancé une étude pour étudier l'impact environnemental de la part des anges, donc tout ce qui s'évapore d'un fût de whisky pendant son vieillissement. Donc voilà, on voit que la part des anges, c'est ce qui s'évacue pendant le vieillissement. Voilà, en gros, quand tu mets un futur whisky dans un fût, il va chaque année, avec les changements de température et tout, t'as de l'eau et de l'alcool qui s'évapore du fût. Donc quand t'as le fût d'Ardbeg là, qui a entre 40 et 50 ans là, qui est racheté, il est pas plein. Faut pas rêver. Et ça se trouve, il reste même pas un quart dedans, quoi. Parce qu'en fait, chaque année, il peut y avoir, ça dépend des températures où il est, mais tu peux avoir 5% d'alcool qui s'évapore chaque année, quoi. Donc, je te laisse faire le calcul sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais voilà, du coup, la réflexion écolo, en ce moment, ça va jusqu'à se dire, OK, il y a ce truc qui s'évapore, c'est quoi l'impact sur l'environnement ? Est-ce que, je sais pas, tu vois, est-ce que demain, ils découvrent que c'est nuisible potentiellement ? J'en sais rien. J'y crois pas du tout, mais est-ce que ça veut dire qu'on arrête l'industrie du whisky ? Tu vois, bref. Comme si c'était des aérosols, tu veux dire, ce genre de choses, tu vois, les particules de l'alcool, est-ce que c'est de l'alcool qui s'évapore. Après, sur une microdistillerie, c'est anecdotique, mais j'imagine effectivement quand on parlait d'énormes distilleries américaines qui ont des chais monumentaux, ils ont des millions de fûts. Peut-être qu'effectivement, c'est pas neutre, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est un process naturel. Enfin, je me dis, c'est de la fermentation. Quand tu as des choses qui pourrissent dans la nature, des fruits qui pourrissent, ça ressemble un petit peu à ça, mais ça laisse s'évaporer forcément des particules, mais c'est la nature. Là, ce qu'ils mettent en rouge, c'est The loss of ethanol is neither harmful for the health nor impactful on the environment. Donc, en gros, globalement, ça va. Ça va. Ce qu'ils disent. Mais bon, ils l'étudient, donc à suivre. Ça marche. Ok. Voilà, en parlant toujours un peu d'environnement, on a ensuite une news sur la Californie il fait tellement chaud, de plus en plus chaud, que ça devient apparemment de plus en plus compliqué de cultiver la vigne, par exemple, et qu'il y a une réflexion qui s'installe. Est-ce qu'on ne devrait pas cultiver de l'agave, comme on fait au Mexique, donc réchauffement, qui du coup, l'agave nécessite moins d'eau et pourrait se prêter mieux, et surtout si la Californie, s'il y fait de plus en plus chaud. Voilà. Donc peut-être qu'à l'avenir, on verra se développer une industrie du Mescalifornia, entre guillemets. Bref, à bien suivre. C'est pas intéressant, de moi. Ensuite, petite news bar, juste une petite curiosité qui m'a intéressé cet été. C'est un bar en fait qui s'appelle PAR, P-A-R, qui est en Australie, à Melbourne. Peut-être que tu es passé à côté. Et qui en fait la particularité qu'il n'y a ni verre à mélange, ni shaker, ni glaçon, ni garniture. Bref, il n'y a que dalle. Juste tous les cocktails sont servis dans des verres à vin, les mêmes verres, à température ambiante ou peut-être ils sont quand même au frigo, mais voilà, sans garniture. Donc une approche bar que j'ai trouvé intéressante. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais c'est des concepts un peu
Voilà. À suivre et qui, du coup, potentiellement, qu'on pourrait considérer justement écolo. Parce que pas de garniture, ça veut dire que, je sais pas, t'as pas zesté un citron qui devient on ne sait pas quoi derrière. T'as pas de glaçon, donc pas de machine à glaçons qui consomme de l'énergie. Le système froid doit pas être le même aussi. Voilà. Donc voilà, donc peut-être aussi. C'est vraiment intéressant et pour le coup, on est typiquement dans le nichage très spécifique, quoi, qui justement peut faire parler. Et là, c'est Brunswick et Fitzroy. Ouais, typiquement le quartier hyper bobo, rock'n'roll, hyper trendy hype, quoi. Donc du coup, ça m'étonne pas. Ok. Et alors, après, on va passer vite fait, mais on arrive à la fin quasiment. Juste un petit truc, une petite étude CGA qui visiblement dit que si sur un menu de bar, dans un bar à cocktail, tu affiches la marque dans les ingrédients plutôt que, mettons, si tu mets c'est du Beefeater, du Bombay Sapphire, tonic, machin, plutôt que de dire gin et tonic générique, et ça se vend mieux. Voilà. Petite étude comme ça, visiblement. Citer les marques directement, ça crée des ventes. Voilà. Ouais, et puis ça m'étonne pas parce que maintenant, de plus en plus, les consommateurs savent ce qu'ils veulent. Enfin, alors je sais pas si c'est parce que moi je sais plus ce que je veux, mais par exemple, quand je vais dans un bar, je vais demander un Hendrix tonic ou un Tanqueray tonic, mais je dis même plus gin tonic parce que y a 1000 gins et je sais celui que j'aime ou celui qui est cheap et que je veux pas. Donc du coup, je regarde d'abord la bouteille qui est en face et puis après, je demande ça avec autre chose que du Schweppes si possible, quoi. Mais ouais, peut-être que c'est une habitude de consommation qui est apparue aussi. Moi, je sais que je me pose pas trop la question, sauf sur des drinks très spécifiques. Enfin, très spécifiques, pas tant que ça, mais typiquement, je commande un Old Fashion ou un Manhattan, je veux être sûr que, mettons, le Manhattan, c'est bien un whisky de sec qui est dedans et pas autre chose. Et si je commande un old fashion, pareil, m'assurer que c'est un bourbon. Et tant qu'à faire savoir quoi, parce que tu peux tomber aussi sur des bars où en fait ils vont te mettre un whisky écossais dans le old fashion, pareil dans le Manhattan. Et bon, gustativement, si c'est pas ce que tu cherches, c'est pas cool. Ouais. Next, grosse news qui a beaucoup fait parler dans tous les médias mainstream et tout. En fait, c'est une compétition au Japon, un concours pour en fait qui vise à relancer en fait la consommation d'alcool chez les jeunes 20-39 ans au Japon. Et en fait, qui est derrière tout ça, c'est le bureau qui gère en gros les taxes au Japon. Donc voilà, donc il y a un petit côté un peu cynique parce qu'en gros, on veut relancer la conso d'alcool, ce qui peut être discutable à bien des égards. Ouais. Et tout ça, pour quoi faire ? Pour prélever plus de taxes. Voilà, donc une news qui a été largement reprise dans les médias spécialisés et dans tous les médias plus mainstream. D'ailleurs, ça m'a bien fait marrer... le Figaro qui a titré « Buvez de l'alcool pour la nation, supplie le fisc japonais ». Donc voilà qui résume bien le truc. Voilà. Et puis deux dernières petites news et puis on peut conclure là. On arrive à nos 30 minutes qu'on s'était dit. Simplement, une petite campagne, je sais que tu as aimé, sur Tito's qui a lancé une canette gratuite, enfin pas gratuite, une canette vide. Elle n'est pas gratuite, elle coûte 20 balles. En fait, ils ne font pas de hard seltzer. Du coup, ce qu'ils font, c'est ils font la canette pour que tu te fasses ton propre hard seltzer chez toi avec de la vodka Tito's, tant qu'à faire. Donc voilà, donc un truc qui manque pas d'humour. Je crois qu'elle vaut quand même 20 $, donc ils se font pas chier. Il y a un petit côté cynique aussi dans le délire, mais voilà, on fait pas de seltzer. Tu sais si ça a marché, s'ils en ont vendu ? Je suis incapable de te dire. Ça reste encore récent, c'est du mois d'août la vidéo. Et dernier truc, alors on va parler sans alcool rapido, mais juste on a déjà parlé de la marque Liquid Death, jusqu'à faire un spot qui est vraiment cool et qui est d'autant plus cool que finalement on parle que d'eau et ils ont réussi à rendre ça terriblement sexy, quoi. Donc voilà, donc bravo Liquid Death. C'est clair. Et juste pour dire, voilà, on n'a pas besoin d'être un spiritueux sans alcool pour être sexy. Voilà, just murder it. Et voilà,
C'était le petit brief. Parfait. Le petit brief. Voilà. Et voilà, je sais pas Nickel. si Et puis pour la suite des news plus développées, vous pouvez consulter la newsletter de Fred, qui est immense sur la newsletter de la reprise, et puis qui est bien fournie. Et puis il y a toujours sa daily pour ceux qui sont pas encore inscrits. Et voilà. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument, on fait ça. Parfait. Bonne semaine. Et puis on sait même pas de quoi on parle la semaine prochaine. Yes. Bon. On va en parler. On verra bien. Surprise. Allez, à très vite. Bonne rentrée à tous. Ciao. Ciao.